Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, chers abonnés. C'est une vidéo qui n'est pas très commune. Je vais essayer de la rendre plus intéressante quand même parce que c'est une vidéo que j'ai vraiment envie de faire. Et là, je suis là, je la fais. Alors, nous sommes le 9 mai aujourd'hui. Le 9 mai, pour moi, représente la date de décès de mon papa. Il était décédé le 9 mai il y a 3 ans. Alors, j'aimerais parler de lui. Je vais souligner quelques grandes lignes, euh, tout simplement, parce que j'en ai envie. Papa est né le 17 février 1958 dans un petit village en Afrique centrale au Cameroun, dans la région du centre. Son village, le nom du village proprement dit, c'est Ovo Aban. Donc, il était un Mandissa d'Ovo Aban. En passant par ça, c'est une localité de la région du centre au Cameroun, en Afrique. Il a fait ses études primaires à l'école publique du village voisin parce que dans notre village même, on n'a pas de cathédrale, la grande église, on n'a pas un hôpital. Donc il faut aller dans le village voisin, on n'a pas de collège. Donc c'est un petit village qui n'a pas grand-chose. Alors les enfants qui allaient à l'école allaient dans le village voisin, ceux qui allaient au collège allaient dans le collège Bullier, c'est un collège de renom pour ceux qui connaissent. Et il fallait donc aller là-bas. Et aussi le dimanche pour aller à la messe, il fallait aussi faire des kilomètres pour se rendre à l'église. Alors il a grandi là, il a fait ses études primaires dans son village avec ses parents. Papa était issu d'une famille polygamique, donc ma grand-mère était la deuxième épouse. Papa était l'aîné d'une famille de 5 filles et de 3 garçons. Quand je dis 3 garçons, il est compté parmi les 3 garçons. Donc il avait 2 petits frères et 5 sœurs. Dans la pauvreté, dans la misère, ouais, parce que je viens d'une famille très pauvre. Il avait une passion. Mon père avait une passion depuis petit. Tout petit, on nous dit que lui, il faisait toutes ses tâches rapidement, tout simplement pour aller taper dans le ballon après. Des fois, il jouait au foot, même quand il rentrait de l'école. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tard dans la nuit, on va dire quand le soleil est couché, c'est là qu'il pensait à rentrer en fait. Parce que comme il rentrait de l'école à pied, il rentrait forcément quand il se fait déjà tard, quoi. Entre faire quelques tâches, donner un coup de main à maman en cuisine ou aller puiser de l'eau, etc. Il trouvait toujours la possibilité, toujours au moins 1 heure pour taper dans un ballon. Il prend son ballon, il s'en va. Mais des fois, il arrivait, il jetait son sac et il fonçait, il fuyait même carrément. Donc on lui criait toujours après, on le cherchait toujours, il est où, il était toujours parti jouer au football en fait. C'est ce qu'on nous a dit. Alors, après, il est monté à Yaoundé. Il a continué ses études à Yaoundé. Je ne sais pas trop si il est monté exprès pour continuer les études ou s'il est monté à Yaoundé pour chercher du travail. Mais ce que je sais, c'est qu'à un certain moment, il a été obligé de mettre entre parenthèses son cursus scolaire parce que comme dans différentes familles aussi. Malheureusement, mon père a fait partie de ceux qui ont mis leur étude entre parenthèses pour subvenir aux besoins de leurs petits frères. Alors qu'il a dû commencer à travailler et c'est lui qui a payé les études à, à presque tous ses petits frères en fait. Il est devenu comme le père de la famille. Parce que dans mes souvenirs, justement, je ne vois pas un seul de mes frères, de mes oncles ou mes tantes qui n'est pas passé chez nous, qui n'a pas, donc qui n'a pas payé les études. La seule personne, c'est sa petite soeur, l'aînée des filles. J'ai pas habité avec elle, mais tout le reste, on a grandi, on les voyait chez nous, quoi. Ils fréquentaient chez nous. Au point où j'ai certains oncles que je n'appelle pas tonton, j'appelle pas le nom parce qu'on a grandi ensemble et puis on appelait comme mes parents appelaient. Donc bref, ça c'est qu'une parenthèse pour dire que il a donc commencé à travailler tôt
Et pendant qu'il travaillait, il jouait au football en parallèle. Il n'a pas lâché son football, même quand il a commencé à travailler. Alors, son emploi, c'était quoi? Alors, il était agent à la CNPS. La CNPS est une société parapublique au Cameroun qui fait dans les assurances, les pensions retraite, les assurances maladie, les assurances vie. Vous voyez un peu le genre. Et CNPS signifie Caisse nationale de la prévoyance sociale. Alors, comme je disais, il a continué avec son football en parallèle, ce qui veut dire que cette société-là avait une équipe de football qui s'appelait la Prévoyance FC. Et papa jouait dans cette équipe-là. Dans les photos que je vais passer un film sur sa carrière de football. En miniature même, c'est dans cette équipe-là, il a une grande coupe qu'il tient. C'est dans cette équipe-là qu'ils ont gagné à cette coupe-là. Alors, après avoir été agent à la CNPS de Yaoundé, il a été affecté dans la ville de Bafia, c'est dans les environs de la province du Centre toujours. Là-bas, il a été affecté et il était allé là-bas pour assurer l'intérim au directeur adjoint de la CNPS de Bafia. Donc, quand il est arrivé là-bas, il était âgé par intérim. Après la ville de Bafia, là-bas, il a fait 4 à 5 ans. Après la ville de Bafia, il a été affecté dans la ville de Konsamba. Là, on va du côté du littoral. Cette fois-là, il n'était pas allé assurer l'intérim, mais il était âgé, carrément. Là-bas aussi, il a fait 4 à 5 ans par là. Et je crois qu'en Konsamba, il s'occupait aussi des ressources humaines, en fait. Après les 4 à 5 ans, cette fois-là, il a été affecté dans la ville de Ngaoundéré. Après, Ngaoundéré, là maintenant, on va dans le nord du Cameroun. Et c'est dans le nord du Cameroun, là-bas, qu'il a pris une retraite anticipée. Alors, je reviens sur sa carrière de football, sur sa passion, parce que vraiment, papa était passionné de foot. En parallèle, toujours, il continuait à jouer au foot. Il était remarqué. C'est quelqu'un qui ne finissait pas un match sans mettre un but. C'était du genre. Et qui avait beaucoup d'énergie, qui courait vraiment beaucoup. Donc, en 90, lors de la Coupe du Monde, il n'a pas participé à la Coupe du Monde. Il a plutôt joué les présélections. Donc, il a été présélectionné parce qu'il y a des étapes à franchir avant de former l'équipe qui va représenter le pays. C'est normal. Donc, il a joué les présélections, sauf que il s'est cassé la cheville. Il s'est cassé la cheville aussi. Vous aurez une photo dans le diaporama que j'ai fait à la suite. Et je dirais que c'est cette fracture grave-là qui a mis un frein et qui a mis un stop. Parce que moi, je vais dire que c'était un stop en fait. Qui a mis un stop à sa carrière de football. Qui a mis un stop à sa passion. Parce que les footballeurs, les athlètes, il y a l'âge, c'est important. Il y a un certain âge où si tu ne saisis pas ta chance, ou si tu ne te donnes pas à fond, tu ne fonces pas, c'est avec l'âge, c'est pas à 40 ans, tu ne vas pas aller courir dans un stade de football, etc. Donc, il a passé plusieurs semaines, j'étais très petite, je ne peux pas vous dire exactement, mais je sais que il a passé pas mal de temps avec une jambe dans le plâtre et sur un fauteuil roulant. Parce qu'il n'arrivait même pas à poser cette jambe sur le sol. C'est ça qui a fait, c'est cet événement malheureux qui est venu mettre un frein à sa passion. Alors, quand il a été rétabli de sa jambe, il n'a pas baissé les bras. Parce que quand c'est une passion, même si ça ne nous porte pas là où on voulait arriver, on la vit quand même d'une autre façon. On trouve des alternatives. Là, il a donc commencé à être entraîneur des équipes de football, des autres équipes. Donc, un entraîneur, un coach, voilà. Il a coaché des équipes de première division comme de deuxième division. Je ne sais pas si je peux citer, je crois qu'il a coaché le Canon, il a coaché une équipe dans la région du centre, à Monatélé, à Obala, à Childessa.
Il a coaché, je sais plus s'il a coaché Olympique de Volier, je sais plus, tellement, j'étais petite. Ben, et puis il y a des noms qui me reviennent, donc je ne sais pas exactement si c'était lui qui coachait ou si c'était des adversaires, parce que faut savoir que des fois il jouait contre des grandes équipes aussi, son équipe petite qui jouait contre des grandes, donc tout ça, c'est des noms comme ça qui me reviennent. Alors donc, parlant de football, il a continué à faire l'entraîneur et aussi, euh, même quand il a pris sa retraite, quand il est allé se bâtir dans son village, il a continué, il ne lâchait pas. Le foot était toujours là. Papa était toujours entraîneur. Papa soutenait les jeunes footballeurs du village qui voulaient faire dans le football. Il leur apportait d'une façon ou d'une autre son soutien, que ce soit par des conseils, que ce soit financier. Alors, je vais aussi mentionner dans sa biographie sa vie chrétienne. Papa était un chrétien catholique. Par contre, je ne sais pas si je vais dire pratiquant parce que je ne sais pas ce qu'on met dans pratiquant. Alors, je vais juste dire que papa était un bon chrétien qui a consacré beaucoup de... qui a accordé l'importance à la prière. Papa priait beaucoup. Alors là, il priait tous les matins. Et des fois, il lui arrivait, pas toutes les années, des fois, il faisait le carême. Il pratiquait le partage, l'amour, le pardon. Et aussi, quand nous sommes arrivés dans la ville de Nkonsamba, son implication dans l'église s'est accentuée parce que là, il était dans le conseil paroissial. Alors, il y a donné beaucoup de son temps. Papa a accordé beaucoup de son temps à l'église. Il aimait aussi beaucoup les jeunes. Il aimait la jeunesse. Donc, il s'intéressait à la jeunesse. Il s'intéressait aux liturgistes, à la chorale. Il a mis son temps à la disposition de l'église. Il dit ça comme ça. Donc, voilà. Voilà la biographie de l'homme en gros, en quelques lignes. Mon père avait pour valeur, je ne vais pas les classer par ordre de plus important au moins important parce que je ne sais pas comment lui il est classé. Mais pour avoir été sa fille, j'ai vu que ses valeurs étaient l'amour du prochain, le travail bien fait. Je précise bien fait parce que mon père était un travailleur acharné. Alors comme troisième valeur, je vais citer le respect. Il accordait beaucoup d'importance au respect, surtout aussi au respect de la vie privée des autres. C'est quelqu'un qui nous a appris à ne pas nous mêler de ce qui ne nous concerne pas. Aussi, j'ajouterais comme quatrième valeur le courage. C'était un homme courageux. Mon père n'avait peur, entre guillemets, de rien. C'était quelqu'un qui fonçait. Quand il avait une idée, il y allait jusqu'au bout. J'ajouterais aussi qu'il avait comme valeur l'espoir. C'est quelqu'un qui gardait toujours cette petite lumière au fond de lui, qui rêvait. Il rêvait toujours. Même si vous avez l'impression que le ciel vous tombe dessus, mais dans cette situation, il trouvait toujours à s'orienter vers cette petite lumière au fond du tunnel. Et il y gardait espoir. Et c'était quelqu'un de très positif.
il n'allait pas pour ça va mal se passer. Il se disait toujours ça va bien aller. Et quand ça n'allait pas bien, il redoublait d'efforts. Il ne baissait pas les bras. Mon père était un homme aimable, aimant, très gentil, compréhensif. C'est quelqu'un qui aimait rassembler. Il aimait les gens, comme on dit communément. Il aimait l'être, il aimait l'humain, il aimait l'homme. C'est quelqu'un qui... il aimait aussi beaucoup les jeunes. Il s'intéressait beaucoup à l'avenir des jeunes. C'était pour les autres voyaient en lui le père qu'ils auraient aimé avoir. Vous voyez, il était ouvert. C'était pas quelqu'un qui pouvait blâmer un jeune sans chercher à comprendre le pourquoi du comment. Mon père était un homme qui aimait beaucoup ses enfants. Ça paraît peut-être pas nécessaire de le dire ou on va se dire ben, tous les parents aiment leurs enfants. Je sais pas, mais nous, on arrivait à ressentir, à voir que mais ce monsieur, mais tellement il nous aime à un point. Mon père nous aimaient un amour de fou en fait. Peut-être je le mentionne parce qu'on arrivait vraiment à le ressentir. Tu le ressentais, il nous aimait mais vraiment beaucoup. Beaucoup. Tous. Papa était un homme très serviable. De par sa fonction, il a aidé beaucoup de personnes. Beaucoup. J'ai des souvenirs des mamans, des vieilles mamans âgées qui venaient lui dire merci avec des présents parce qu'il les avait aidés à entrer en possession de la pension retraite, soit d'un fils, soit d'un conjoint décédé. Et ces mamans-là étaient reconnaissantes et je les entendais souvent dire, mon fils, heureusement que Dieu m'a mis sur ton chemin parce que on m'avait déjà autant volé de l'argent, mais mon dossier n'aboutissait pas. On m'a tellement trimballé. Alors quand on m'a dit, va voir le monsieur là, monsieur Ambassa, va là-bas, ne va plus là où tu vas souvent, va demander monsieur Ambassa, il est capable de t'aider sans te prendre un sou. Il va le faire, va le voir, mais s'il ne peut pas, il va te dire, ce n'est pas à mon niveau, c'est pas possible, je ne peux pas. Ces mamans-là témoignaient et elles revenaient d'elles-mêmes avec des présents. Ça pouvait être un poulet, un coq. C'est beaucoup, c'est significatif dans ma tribu. Une chèvre, que quelqu'un vienne te donner une chèvre. Il me souvient, je pense qu'il a reçu une chèvre carrément une fois. C'est symbolique, ça en dit long en fait. J'ai cette image-là, un monsieur serviable, très serviable. Aussi, j'ai aussi l'image d'un papa qui boostait en fait, qui savait te dire des choses que au moment où il fallait, au moment où tu en avais besoin. En fait, quand je parle de ça, en fait, je vais vous mettre dans le contexte. J'ai passé mon baccalauréat 3 fois. Et c'est la 4e fois que je l'ai obtenu. Alors, quand j'ai échoué la 2e fois, j'étais dévastée parce que déjà la première fois, personne n'aurait cru que je ne l'aurais pas eu parce que tellement j'avais bien travaillé durant l'année. Alors la 2e fois, j'étais effondrée. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Donc je vais le passer une 3e fois. Mais je suis maudite ou quoi? J'étais tellement effondrée. Et au fond de moi, il y avait quelque chose qui me disait, mais qu'est-ce que mon père va en penser? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comment il va faire?
Est-ce qu'il va continuer à me payer mes études pour quelqu'un qui trotte, qui marque le pas sur place? Je n'avance pas. C'est un argent jeté, entre guillemets, tu vois. Je me disais ça, mais j'avais beaucoup de peine et ça m'est passé comme ça, juste après, pendant que je pleurais, il m'avait dit, je sais que tu as fourni beaucoup d'efforts. Je vois bien que tu te bats, que tu as fourni des efforts, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Tu l'as pas eu, tu l'as pas eu. Il y a certainement quelque chose qui t'a échappé. Tu vas redoubler d'efforts encore si tu veux. Mais je tiens à te dire que je suis ton papa. C'est moi qui débourse de l'argent pour te payer les études. Alors, tant que tu voudras le passer, ce bac-là, même si tu le passes une fois, je vais toujours débourser de l'argent pour toi, pour que tu l'obtiens. Aussi longtemps que j'en serai capable. Ne te dis pas que, comme tu l'as déjà raté 2 fois, je vais me lasser. Non, je vais me battre. Nous tous, on sait que c'est difficile. C'est difficile, mais je vais continuer à me battre pour que tu obtiennes ce bac-là. Si toi, tu veux continuer à aller à l'école, aussi longtemps que tu voudras le passer. Et là, je me suis dit, waouh, comment il sait? C'était comme la télépathie en fait, parce que justement, comme j'avais eu le flash de ça, et il est venu répondre à cette problématique. Et je me suis dit, waouh. Et ça m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué. Ça m'a donné la force de ne pas lâcher. Je me suis dit, mais je ne vais pas le décevoir. Lui, il est prêt à continuer à dépenser des sous pour moi. Et ce n'est pas moi qui vais lui dire, laisse. Ou bien ce n'est pas moi qui vais... Oui, c'est pas moi qui vais laisser tomber. Je ne vais pas baisser les bras. J'ai quelqu'un qui me soutient. J'ai quelqu'un qui me comprend. Il ne me crie pas dessus comme certains parents, je vois, qui arrivent à mettre l'enfant dehors, à chasser, à frapper et tout. Non. Tellement compréhensif qu'au contraire, c'était une façon de me dire, ne lâche pas. Mais sache que peu importe la décision que tu prendras, je serai là, je suis ton papa, c'est mon argent, je suis ton père, c'est pas l'argent de quelqu'un d'autre. Alors je fais de cet argent ce que je veux. Et ça, c'est... J'ai jamais oublié ça en fait. Je l'ai jamais oublié. Je lui suis vraiment très reconnaissante. Mon papa était un homme spécial. Hein. La vie pour lui ne la compliquait pas. C'était un homme bien. Franchement, pour vrai, c'est pas parce que c'est mon papa, c'est un homme bien. Tous ceux qui l'ont côtoyé, tous ceux qui l'ont approché, peuvent vous, s'ils passent par là, sur cette vidéo, ils vont se dire, ah oui, elle a décrit exactement le monsieur que je connaissais et tout ce que je pensais de lui. D'après ce que je sais, d'après comment je l'ai vu vivre et d'après les coups de fil et les discussions et tout, moi je dirais qu'il est mort des suites du diabète. Papa a fait le diabète. Il a commencé à faire le diabète quand on était dans la ville de Nkonsamba. C'est là que son diabète a été diagnostiqué. Alors il a traîné ça longtemps parce qu'il avait beaucoup de restrictions dans son alimentation. Il fallait qu'il change de mode de vie. Et je crois que son diabète, si je l'avais observé avec le regard que j'ai aujourd'hui dans le temps, comment il vivait, je me serais dit que c'était prévisible. Papa aimait beaucoup tout ce qui est sucré. C'est quelqu'un qui ne buvait pas d'alcool et qui ne buvait que du sucré. Donc, il buvait beaucoup de Coca-Cola, il buvait beaucoup de Top Grenadine, il buvait beaucoup de Gino, il buvait du jus pamplemousse. C'est quelqu'un qui a été, je dirais que son diabète a eu du retard à se manifester parce que c'était un sportif, beaucoup.
Même quand il a commencé à faire des entraînements pour d'autres équipes, à entraîner d'autres équipes, il n'a pas arrêté de courir, de faire du 2-0. Le 2-0, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est se retrouver, on va dire tous les dimanches à 10 h dans un stade de football, faire une partie de football avec les voisins, les amis, les collègues de service. Donc, il faisait ça tout le dimanche, ce qui fait que ça l'a gardé en forme, je vais dire ça ainsi. Alors, en gros, je dirais que il est mort des suites d'un diabète aigu. Le décès de papa, je l'ai appris d'une manière toute simple, par téléphone. Vu que je suis pas avec eux, je ne pouvais que l'apprendre par téléphone. Alors, comment ça s'est passé? J'avais discuté avec ma maman il y a à peu près une semaine. Elle m'avait dit, il faudrait peut-être que, je ne sais pas si tu as appelé ton papa dernièrement, mais je pense qu'il faudrait que tu l'appelles parce que je ne vais pas te cacher, il faudrait que vous soyez fort. Moi, je pense que vous allez le perdre, votre papa. Alors, comment se fait-il que ma maman va rendre visite à mon père? Tout simplement parce que mes parents sont séparés. Donc, voilà, c'est tout simplement ça la raison. Alors, justement, je l'avais appelé. On a discuté. Et j'ai compris que ce qu'elle disait était vrai. Parce que ce n'était pas la voix de mon père que j'avais au téléphone. C'était pas du tout lui. Il était très souffrant. Il avait de la peine, beaucoup de peine à parler parce que je ne l'ai même pas gardé longtemps au téléphone parce que j'ai compris que je le fatiguais. Il n'a juste pas voulu me dire que je suis fatiguée. Il m'a parlé et il m'a dit, ne vous inquiétez pas pour moi, ça ira. Quand j'ai raccroché, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'ai réalisé que j'étais en train de le perdre. Alors le 8 mai, comme il est mort un 9 mai, le 8 mai, j'avais discuté aussi encore avec mes soeurs et ma mère aussi, qui était allée le revoir après. Et elle m'avait dit, il va bien, on a discuté et tout, c'est bon, moi je crois que le pire est passé. Justement, j'avais aussi parlé avec mes soeurs, on avait parlé de son état de santé aussi. On était vraiment contente, on disait ouf, on a eu peur et tout, vous voyez. Sauf qu'il a fait comme beaucoup de malades, genre il a repris les forces pour mourir après. Parce que en fait, quand on a discuté comme ça, j'étais soulagée, j'étais très contente, j'étais rassurée parce que j'avais le souvenir de la discussion qu'on a eue au téléphone. J'étais vraiment pas tranquille, j'étais pas convaincue. Alors je me suis endormie. Lui, il est décédé le 9 mai en matinée, là-bas au Cameroun. Et avec le décalage horaire, moi je l'apprends quand il est presque midi là-bas, hein, ou en début d'après-midi au Cameroun, et le matin ici. Alors je me réveille, je prends mon téléphone, vu qu'on a parlé de lui, on a un problème sous la main, on en parle et tout. Je prends mon téléphone, j'ai des notifications. J'étais encore couchée, je vois une vidéo. Elle a fait une vidéo de son évacuation, on va dire ça comme ça, de son évacuation qu'elle nous a mise. Je regarde la vidéo, je suis inquiète, mais pas trop parce que je vois bien que il est certes souffrant, il est affaibli, mais il n'est pas mort. Je garde espoir. À peine tout ça se passe en quelques secondes. Sauf que à la suite de la vidéo, il y a un voice qui suit la vidéo. Le voice, il avait été laissé par ma petite soeur. Dans le voice, quand je clique sur le voice, j'écoute ma petite soeur qui dit c'est fini, soyons fortes, c'est fini. Le voice, c'était tout. Je dis, c'est fini. Je refuse de croire à ce que j'écoute. Surtout que dans sa voix, comme c'est quelqu'un qui ne laisse pas transparaître ses émotions, et dans sa voix, tu ne peux pas trop savoir si elle est triste ou si elle est en colère ou quoi. C'est un message, c'est comme je l'ai dit là.
je fais comme si, en fait, je crois que j'ai fait comme un déni. Je pose mon téléphone, je m'assois cette fois-là, bien. Je me dis, mais c'est fini, soyez forte. C'est quoi cette histoire? J'appelle ma mère. Je ne l'ai pas appelée en fait, j'ai fait un message. Je lui ai dit, c'est vrai que papa est mort. Et elle me dit oui. Tu es où? Je dis non, je suis à la maison. Je suis encore dans mon lit. J'ai trouvé des messages de mes soeurs. Et elle me dit oui. Il faut que vous soyez vraiment forte. Votre père n'est plus. C'est comme ça que je l'ai appris. Et là, tu reçois une claque. Tu reçois une claque en fait de la vie. Tu as l'impression que tu es lourde et que la terre ne te... et que ton plancher, ta maison n'arrive pas à soutenir ton poids. Tu as une seule envie, c'est de t'effondrer, donc de t'allonger au sol parce que tu as l'impression qu'il n'y a que la terre, la pesanteur de la terre pour te soutenir à cet instant-là. Pas un lit, pas une chaise, pas un fauteuil, peu importe. Non, ça ne tient pas. Tu veux juste t'effondrer. C'est comme ça que je l'ai appris. Tout simplement. La disparition de mon papa, je la vis très mal. Il faut le dire. Parce que je n'étais pas préparée à ça. Et même si on est préparé, je pense qu'il faut un certain nombre d'étapes pour arriver à accepter ça. Donc je le vis très mal. Il est dans mon cœur tous les jours quand je me lève. Je me lève le matin. Je pense à lui. Je me couche le soir. Je pense à lui. Il ne se passe pas une journée jusqu'à présent. Je crois que ça fait 3 ans. Mais il ne se passe pas un jour où je n'ai pas une pensée qui va vers mon père. Il y a des matins où je me réveille, je suis tellement mal. Je n'arrive toujours pas à concevoir qu'il n'est plus. Je le vis au jour le jour, avec les pensées qui viennent, avec les émotions que j'ai. Je le vis mal, en fait. Je le vis très mal, je ne l'accepte pas du tout. Parce que dans ma famille, je pensais que les gens mouraient très vieux. Parce que mon grand-père, il est mort dans les 100 ans. Quand il est mort, oui, quand on perd un parent, on est toujours affaibli, on a mal, on souffre. Sauf que quand mon grand-père est mort, oui, mes oncles et mes tantes, mes parents ont souffert, ont eu mal. C'est d'ailleurs la seule fois où j'ai vu mon père pleurer, c'est quand il a enterré son papa. Là où j'ai vu des larmes couler de ses yeux, il a levé son t-shirt, il a nettoyé. Et c'était tout. C'était la première et la dernière, la seule fois où je l'ai vu pleurer. Alors quand mon grand-père est mort, vu qu'il était très âgé, ses enfants d'une part étaient préparés. Quand on a un parent qui a 95 ans, 80 ans, 100 ans, on sait déjà que d'un moment à l'autre, le téléphone va sonner et on va nous dire qu'il est décédé. D'un moment à l'autre, on va aller le matin dans sa chambre pour lui dire bonjour et on va trouver qu'il ne respire pas. On est comme préparé un peu psychologiquement. Alors je n'étais pas préparée à ça parce que je savais que mon père, lui, il mourra quand moi j'aurai dans les 65 ans, 70 ans, 75 ans, si on s'en tient au fait que
mon grand-père est mort très âgé et que ma grand-mère vit encore. Ma grand-mère est dans les 80 ans et plus, je pense. Mon père, il n'a pas atteint 70 ans. Donc, c'est un choc. Je n'arrive pas à concevoir qu'il soit mort, qu'il n'est plus. Un sportif plein de vie. Il y a des gens qui vivent longtemps avec le diabète. Surtout qu'il se faisait soigner, il était pris en charge, il faisait attention. Donc je le vis très mal, je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas encore. Pas du tout. Bien sûr, j'ai des regrets. J'ai des regrets, oui, parce que si j'avais su que j'allais aujourd'hui être orpheline de père, quand j'ai quitté mon père, on va dire ça comme ça, sa maison, quand il était dans la ville de Nkonsamba, quand je suis allée poursuivre mes études à Yaoundé parce que j'avais passé mon bac 2 fois dans la ville de Nkonsamba sans l'avoir et qu'on avait jugé qu'il fallait que je change de milieu parce que c'est pas drôle qu'un élève qui fait seconde quand tu fais terminale, qui passe en première et qui revient te retrouver en terminale pendant que tu es toujours là, moralement, ce n'est pas très motivant. Donc on avait jugé qu'il fallait que j'aille le passer ailleurs. Donc quand j'étais allée là-bas, à Yaoundé, si j'avais su que j'aurais perdu mon papa tôt, je serais revenue à chaque congé, rester avec lui, passer des congés avec lui. Je l'aurais appelé plus souvent. J'aurais tout fait pour le voir plus souvent. Il arrivait des fois qu'il venait en mission à Yaoundé. On ne se voyait même pas parce que moi j'étais à l'école et lui il venait dans la journée. Il arrivait des fois où on arrivait à se voir et c'était bref, c'était genre retrouve-moi à tel endroit, on prend un point, on discute comment tu vas, il me donne de l'argent et puis je pars. J'aurais mis un accent dans notre relation, je n'aurais pas gardé notre relation distante. On ne s'est pas séparés parce qu'on ne s'entendait pas entre père et fille. Il y a eu cette distance à cause du fait que je suis allée fréquenter ailleurs. Et comme j'ai un défaut qu'on me reproche souvent, c'est que je n'appelle pas les gens. Je ne l'ai pas fait. J'avais la possibilité de le faire. Donc j'ai ce regret-là. Si j'avais su, je l'aurais appelé tout le temps. Je serais allée vers lui à chaque fois que j'aurais eu la possibilité de voyager pour aller le voir. Je serais allée. Il me serait même arrivé d'aller les week-ends. J'ai ce regret-là. J'ai aussi le regret qu'il soit mort sans connaître mes enfants. J'ai le regret que mes enfants ne connaissent pas leur grand-père maternel. Ils n'ont pas eu la chance de le connaître. Ils n'ont même pas eu l'occasion. Je vais au Cameroun aujourd'hui avec eux. Il n'est plus. Il n'est plus. C'est pas possible. On ne va pas le ressusciter pour qu'il le voit. Donc j'ai ce regret-là. Papa a connu mon fils qui a 8 ans aujourd'hui. Quand je dis connu, il a vu 2 fois seulement. Il a vu avant c'est 1 an. Et après il a vu au mois d'août, quand lui, il devait avoir 2 ans en décembre. Il ne l'a pas vu non plus de ouf, quoi. J'ai ce regret-là. Sinon, quand j'ai eu mon fils, j'aurais multiplié, j'aurais tout fait. On n'était toujours pas dans la même ville. Mais j'avais la possibilité de multiplier les rencontres. J'avais cette possibilité-là. Mais je ne l'ai pas fait parce que je ne m'étais pas imaginé que
il allait me manquer aujourd'hui. Je n'avais pas pris conscience. Et c'est dommage parce que c'est un monsieur qui aurait fait un très bon grand-père. Je suis sûre que mes enfants l'adoreraient. Je suis sûre. Avant sa mort, on avait un projet de le faire venir, justement, pour qu'il voie nos enfants. On n'avait que 2 enfants à ce moment-là. Et je suis sûre que mes enfants auraient accroché. Il aurait été heureux. C'est quelqu'un qu'on aurait... C'est un monsieur, comme j'ai dit, que les gens voulaient avoir comme papa. Et c'est pareil. Ils auraient été heureux de l'avoir comme papy. Ça, c'est le regret que j'ai. C'est mon plus grand regret. Aujourd'hui, avec du recul, je peux affirmer qu'on ne se remet pas du décès d'un parent, d'un enfant, d'un conjoint, d'un frère, d'une sœur et de ces personnes qui sont devenues notre famille. Je ne pense pas qu'on se remet de ces pertes-là. On ne se remet pas le décès d'un parent. On vit avec. On garde ça continuellement en nous. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mon deuil, je ne pense pas que je l'ai fait. Non. Parce qu'il y a des matins, je me réveille, j'ai encore la colère en moi. Il y a des matins où je me réveille, j'ai plein de questionnements. Il y a des matins où je me réveille, j'ai le remords, le regret. Je me dis que j'aurais fait quelque chose pour le garder en vie. Vous voyez? Donc, mon deuil, je ne l'ai pas fait. Et je ne suis pas remise. Et je ne pense pas que je passerai ça en fait parce que c'est comme un coussin. Attendez, je vais matérialiser ça comme ça. La perte d'un être cher c'est comme ça. Vous avez là votre cœur et puis on vient faire un trou là. On vient faire un trou là, une blessure. Vous vivez avec. Tu peux pas soigner ça, c'est là. Et puis quand on regarde, on voit bien qu'il y a quelque chose là qui cloche. C'est comme ça la perte d'un être cher, je pense. On fait avec. Je fais cet hommage parce qu'il le mérite. D'abord, il le mérite grandement. J'ai beaucoup tergiversé avant de le faire. Et là, je l'ai fait. Et je suis contente de l'avoir fait. Et je suis contente d'avoir partagé avec vous. J'aimerais bien qu'au sortir de cette vidéo, si vous avez un parent, l'un de vos parents en vie, profitez du moindre instant avec. Même si vous êtes à distance, maintenant on a des appels vidéo qu'on peut faire. Tu appelles à l'immédiat, tu es avec quelqu'un, tu voyages en fait maintenant sur place. Faites-le. Multipliez les appels vidéo. Ne dites pas je suis fatigué ou quoi, non. Même si vous n'avez rien à dire, appelez pour dire qu'est-ce que tu as bien dormi? Oui. Ok, bye. C'est important. Parce que moi aujourd'hui, je regrette. Je pouvais le faire, je ne l'ai pas fait. Ne laissez pas passer 3 jours sans appeler votre père ou votre mère. Si vous êtes en froid avec vos parents, essayez d'arranger, de trouver un compromis, trouver une solution à ça. Parce qu'un parent, ça reste un parent. Un parent, c'est lui qui vous a donné la vie. Oui, il y a des parents toxiques, ça c'est autre sujet. Ça c'est autre chose encore. Mais un parent comme le mien, comme les miens,
j'aurais dû vraiment me servir de la technologie. Je ne l'ai pas fait et j'ai beaucoup de regrets. Alors ne faites pas comme moi. Aimez vos parents, prenez soin d'eux. Parce que s'il faut que chacun meure en fonction de comment nous sommes nés, vos parents vont mourir avant vous et vous risquez d'avoir beaucoup de regrets. Il y a des personnes qui restent de 1 an, 2 ans, 3 ans sans parler à leurs parents. Pourquoi? Si c'est quelque chose qui est réparable, allez-y réparer ça. Passez ce coup de fil que l'orgueil vous empêche de passer. Faites le premier pas. Ça ne vous tue pas. Un parent, il va toujours t'ouvrir les bras. Moi, je suis maman aujourd'hui. Je ne vois pas ce qui peut me séparer de mes enfants. Non. Je vais tout faire pour que nous soyons en bon terme. Même si mon enfant me boude, je vais attendre. Et je vais passer par un autre. Je vais trouver des moyens. Je vais tout faire pour que cet enfant-là me revienne. Pour que cet enfant-là revienne à la raison. Si je l'ai heurté, je vais lui demander pardon. Je vais tout faire pour que la paix soit restituée. Mais je profite de cette vidéo pour dire à ceux-là, parce que on connaît tous des personnes qui crachent sur leurs parents, qui ne les appellent pas pour dire bonne fête des mères, bonne fête des pères, joyeux anniversaire, joyeux Noël, parce que oui, tel a fait ci, l'autre il a fait ça, et je suis fâchée. Ne restez pas fâchés. J'ai une anecdote à raconter parce que j'aime beaucoup ça. C'est quelque chose qui m'a marqué depuis toute petite qui nous avait raconté ça. Alors, papa, comme il allait, j'ai dit, il allait à l'école à pied et il rentrait à pied sous un soleil ardent. Alors, un soir, il rentrait de l'école comme à l'habitude. Il faisait chaud. Il nous a dit qu'il avait très particulièrement chaud ce jour-là. Et il avait soif aussi. Et il était fatigué parce qu'il avait beaucoup joué au football à l'école. Parce que toutes ses récréations, c'était que le ballon. Et alors, il a rencontré en rentrant de l'école un de ses oncles qui avait une voiture. Dans sa voiture, donc lui, il allait justement du côté du village, il allait dans la même direction que papa. Et il s'est arrêté. Alors, à l'époque là, dans les années 58, avoir une voiture, c'est vrai que maintenant c'est toujours un luxe aussi, mais à ce moment-là, c'était luxe plus en fait. Alors il s'est arrêté, il a garé, il a dit bonsoir à papa. Papa a répondu, tout content. Papa n'avait même pas l'intention il n'avait même pas pensé que le monsieur pouvait l'inviter à monter dans sa voiture en fait. Lui répondait genre, dépêche-toi là, mes amis avancent là, je vais partir, je vais les rejoindre. Et le monsieur lui a dit, comme je vais du côté de la maison de ton village, monte dans la voiture, je vais te déposer à la maison. Papa était très, mais vraiment très content. Il a ouvert la voiture, tout gai, il a entré, il s'est assis. Tellement il était content et tout. Il a claqué la portière de la voiture, genre ouf, il a fermé, ça a fait pam. Ça a fait un grand bruit en tout cas. Alors, il attend que le monsieur démarre, le monsieur ne démarre pas. Il attend. Et le monsieur lui dit, rouvre la portière de la voiture. Papa ouvre la portière de la voiture. Il lui dit, descends. Papa descend. Après, il lui dit, est-ce que ton père peut acheter une voiture? Est-ce que toi, tu peux avoir une voiture? Tu claques la portière de ma voiture comme ça là, mais tu te crois où? Allez, ferme la portière. Papa n'a rien capté. Il était comme téléguidé. Il était... Qu'est-ce qui se passe? Il a reclaqué la portière. Et fort encore comme la première fois, de toute façon, tant qu'à faire. Et puis, le monsieur a démarré sa voiture, il est parti. Et il est resté là comme ça, scotché. Et les larmes ont ruisselé de ses yeux. Il a pleuré. Il a nettoyé ses larmes. Il s'est dit, je vais m'offrir une voiture.
je vais te montrer que je serai capable et que même si mon père ne peut pas s'offrir une voiture, moi je vais m'offrir une. Il a rejoint ses camarades, il est rentré. Et alors, le jour où mon père était rentré avec sa voiture, toute neuve, belle, l'histoire m'est revenue. Je l'ai regardé, j'ai vu dans ses yeux l'accomplissement d'un rêve. J'ai toujours gardé cette petite anecdote là dans ma tête en fait. J'aime beaucoup parce que je me dis, il a réalisé l'un de ses rêves, un rêve qu'il avait depuis enfant. Il avait les rêves aussi d'être un très grand footballeur. Il n'a pas eu de chance. Il n'a pas eu de chance avec sa fracture. Mais au moins je me suis dit, je me disais quand je l'ai regardé, je me suis dit au moins ça. Parce que petit, c'est les deux rêves que mon père avait. Il avait sa passion, mais le monsieur avait créé un autre rêve en lui. Alors quand il s'est offert cette voiture, j'ai vu l'accomplissement dans son regard. J'ai su lire la joie qu'il avait. Bon, c'est vrai, il ne sautait pas et tout, mais dans son regard, tu voyais des étoiles et dans ces étoiles, tu revoyais la scène et tu te disais, oui, il l'a fait. Bravo.